Ça a été simplement la nécessité de témoigner qui a été l'élément de survie. C'est ainsi qu'à Allègre, le 30 mai 1907, voit le jour une femme dont on se rappellera pour toujours. Germaine Thion grandit dans une famille ouverte sur le monde. Fille d'un magistrat et d'une écrivaine, elle grandira baignée de leur passion. En 1928, elle entame une formation d'ethnologie à l'école des hautes études, grâce auquel elle rencontre Marcel Mauss, tous deux ayant comme désir commun de comprendre les sociétés. En 1932, elle se laisse emporter vers les terres de Prusse orientale, où les vents de l'histoire murmurent leurs sombres prédictions. Au détour du 30 janvier 1933, alors qu'Hitler est investi du pouvoir de chancelier par Hindenburg, elle pressent l'éveil d'un drame européen. Dans les méandres du temps, s'érige la dictature nazie dont l'ombre étirée durera 11 ans. Ensemencée de douleur et de deuil, moissonnant plus de 60 millions d'âmes, elle était loin de se douter que cette tragédie marquerait le début d'un combat qu'elle mènera durant toute sa vie. Marcel Mauss guide son élève fraîchement diplômé vers les terres berbères en 1934, où elle plongera au cœur des tribus de l'Est algérien. Éloignée de ses racines, les ondes de la radio deviennent son seul lien avec le monde extérieur. C'est ainsi qu'elle apprend le déclenchement de l'offensive allemande, la poussant à regagner Paris. Le 22 juin 1940, un armistice est signé entre le maréchal Pétain et Hitler. À cet instant de désarroi, elle prend la résolution de s'opposer à l'occupation et la collaboration. Un officier polonais lui souffle les mots du général de Gaulle. C'est l'appel du 18 juin. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Cet élan insuffle à Germaine la force de persévérer et de ne rien céder. Dans l'effervescence d'une résistance qui grandit, Germaine se lance à la recherche de soutien, puisant dans son réseau personnel et amical. Elle se tourne d'abord vers la Croix-Rouge pour offrir son aide au mieux, et cette première impulsion s'avéra être un véritable tournant, car c'est là qu'elle ouvre la voie à sa rencontre avec le colonel Houet. Elle intègre alors l'Union nationale des combattants coloniaux pour apporter son aide aux prisonniers de guerre. Ce que peu savent, c'est que le colonel dissimule derrière cette association caritative des activités de résistance. Depuis cette couverture, il envoie des informations précieuses aux Alliés, organise des évasions, héberge et sauve des âmes juives et diffuse des tracts contre le gouvernement de Vichy. La demeure familiale des Thillon, à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, se transforme en quartier général, où Germaine, de son côté, tisse des liens avec une cohorte de 80 résistants, majoritairement des femmes, les hommes étant happés par les flammes de la mobilisation. Sous l'égide du colonel de La Rochère, ami fidèle de Houet, plusieurs groupes s'unissent dans une même cause, tandis qu'au sein du Musée de l'Homme, des esprits éclairés comme Ivo Nodon, Boris Vildé et Anatole Levitsky, échappés des confins de la Russie, donnent naissance à l'un des premiers bastions de la résistance, qui formera le réseau du Musée de l'Homme. Dans l'éclat trompeur d'une journée ordinaire, le 5 juillet 1941, le destin bascule. Le colonel Houet, figure de la résistance, est trahi et arrêté par les Allemands. Il sera libéré 2 mois plus tard. Durant ces 2 mois, Germaine se voit confier l'organisation clandestine, ignorant qu'un traître s'est glissé parmi eux, l'abbé Robert Allège. Puis le vendredi 13 août 1942, les chaînes du destin s'abattent sur elle. À la gare de Lyon, elle est arrêtée, emportée par les sombres bras de la captivité, tandis que quelques heures plus tard, sa mère, Émilie, résistante de cœur, subit le même sort. Emprisonnées dans l'antre glacial de la Santé à Paris, puis séparées, elles sont condamnées à un voyage vers les Jeux allemands de Ravensbrück, dont seule Germaine reviendra. C'est ce que l'histoire a appelé la déportation.
Son arrestation marque-t-elle la fin de ce long chemin entrepris dans le but de libérer la patrie? Nul ne lui aurait reproché de fléchir, de céder sous le poids de la menace. Mais non, elle n'a pas choisi cette voie. Sa déportation n'est pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle ère dans sa vie, une étape marquée du sceau de la conscience, de la nécessité d'agir toujours et encore. Sous le voile glacial de l'automne 43, Germaine foule le sol maudit de Ravensbrück, à 80 km au nord de Berlin. Dans les entrailles de ce sinistre lieu, le plus grand camp de concentration pour femmes du Reich, le destin se tord dans l'agonie silencieuse des âmes égarées. Sa mère la rejoint dans cet enfer en janvier 44. Séparées par la cruauté des barrières, elles ne peuvent que se deviner, jusqu'à ce que la mort emporte Émilie le 2 mars 1945. À Ravensbrück, le froid descend jusqu'à moins 40 degrés. Les supplices et les sévices sont monnaie courante. Les cris d'innocents étouffés par les rugissements des fours crématoires et les larmes des mères sacrifiées aux autels de la folie en sont le parfait exemple. Les nazis démoniaques ont marqué le matricule 24 588 sur le poignet de Germaine, effaçant ainsi son identité. Dans ce théâtre de l'horreur, où la faim et la maladie rongent jusqu'à l'âme, la solidarité devient le bouclier contre la sauvagerie des bourreaux. C'est ainsi qu'une vague d'unité s'élève, embrassant toutes les nationalités. Germaine brandit son esprit tel un bouclier, une arme contre l'obscurité. Telle une archéologue des ténèbres, elle fouille, elle enquête, elle collecte les fragments d'une vérité interdite, avec l'espoir de révéler un jour au monde les horreurs cachées sous le masque de la nuit. C'est un jeu audacieux, une gagueur contre la mort. Elle doit survivre pour pouvoir témoigner, et donc, elle tient les comptes. Avec des feuilles volées et un crayon clandestin, elle inscrit sur le papier l'histoire secrète du camp, notant chaque frisson, chaque soupir étouffé. Elle décrypte les flux et les reflux de l'existence captive et déchiffre les signes gravés dans la chair des âmes meurtries. Ravensbrück, c'est 132 000 âmes féminines et innocentes de toute l'Europe qui y sont envoyées pour y mourir. Faim, maladie, épuisement, telles sont les chaînes invisibles qui emprisonnent leurs corps meurtris, leurs esprits brisés. Sous le joug implacable du nazisme, elles sont soumises à l'horreur quotidienne, au supplice insoutenable du travail forcé. Certaines fusillées, d'autres battues à mort, et d'autres encore englouties par le gaz, toutes partagent le même destin funeste. Malgré l'horreur, elle défie le destin. Dans l'ombre protectrice d'une caisse, tandis que ses compagnes veillent en sentinelle, elle écrit une opérette en 3 actes, baptisée La Verfügbar aux Enfers. Titre ironique pour désigner les déportés relégués au néant. Telles sont les paroles de leur hymne clandestin. Pendant 17 mois d'agonie, elle s'immerge dans l'enquête secrète sur l'horreur nazie. Compilant les listes des déportés, cachant les preuves des crimes commis, elle dresse des organigrammes de SS comme une détective des ombres, et elle collecte des photographies dérobées, des fragments de vérité arrachés à l'obscurité. Le 23 avril 1945, elle est libérée, avec quelques 300 Françaises, confiées à la Croix-Rouge suédoise. Après quelques semaines, elle est ramenée au pays par avion le 11 juillet 1945. Le combat contre le nazisme enfin terminé, Germaine peut désormais se reposer. Jusqu'à la fin de sa vie, elle ne cessera d'écrire et de témoigner sur les différents combats qu'elle a menés. En 2008, les vagues l'emportent vers l'horizon. Germaine Thion a quitté son terrain d'aventure qu'elle n'a eu de cesse d'explorer en quête de vérité, laissant derrière elle de nouvelles générations, prêtes à prendre le flambeau qu'elle a allumé. Dans ce théâtre de l'absurde où la vie et la mort dansent un étrange ballet, elle incarne la résistance, une lumière fragile dans la nuit sans fin, une sentinelle de la mémoire, une gardienne des secrets oubliés. En 2015, c'est aux côtés de Pierre Brossolette, Jean Zay et Geneviève de Gaulle-Anthonioz que Germaine Thion entrera au Panthéon en tant que personnalité de la résistance.